Encore une fois, quand je vois Jean-Marc Jancovici, moquer, Sam Altman, et Musk, en permanence sur LinkedIn et tout le monde applaudir, des 2 mains et des 2 pieds, on n'a pas un manque d'ambition à un moment donné, un manque culturel? Est-ce que c'est pas l'ambiance actuelle avec, crise écologique, la crise climatique qui rend tout le monde un peu dingo? J'ai refait un calcul en me disant, mais si maintenant je devais fabriquer ça en France, en prenant en compte le fait que les salaires chinois ont augmenté, en prenant en compte le fait que les coûts de transport ont augmenté, et ça ne va pas changer, les transports vont devenir de plus en plus dangereux, notamment pour des raisons climatiques, parfois géopolitiques, et regardez ce qui se passe au niveau de la mer Rouge. Donc en prenant tous ces éléments en compte, en prenant le fait que des choses qu'on oublie bien souvent, quand il faut faire du retour produit pour le dépanner ou pour le retraiter, pour le remettre en seconde main, eh bien si on fait ça via des antennes qui sont éloignées, ça va également coûter cher. Et le résultat de mon calcul, c'est que, on va dire à moins d'1% près de coût total, je dis bien coût total de fabrication, eh bien j'étais capable de fabriquer ça en France il y a 2 ans. Donc oui, on peut refabriquer en France, en Europe, et certains le font effectivement, comme le nord de l'Italie. C'est une question de volonté. J'aime bien ce que vous venez de dire, parce que c'est pas aujourd'hui qu'on va mettre en place des usines pour fabriquer des chandelles alors qu'on est passé à l'électricité. Donc effectivement, l'industrialisation et la fabrication doivent être vues dans un cycle complet, notamment temporel, en lien avec l'innovation. Il faut, au niveau européen, on se dise, il faut créer un géant, allons-y, créons un géant, parce qu'on en a les moyens. Il y a un esprit américain qui fait que oui, on y va, on fonce. Et si on se plante, c'est pas grave, on aura appris et on recommence. Et ça n'est pas tout à fait dans la culture européenne, mais c'est en train de changer. Donc on voit des ingénieurs qui se lancent et qui disent, bon, allez, ça devrait marcher. Et si ça marche pas, on commencera. Bienvenue à tous dans Planète Ingé, la première émission qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias. Je suis Mathieu Poulain et chaque semaine j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro un ingénieur au parcours exceptionnel pour nous partager son expertise et sa vision et vous permettre de comprendre l'actualité tech et ses enjeux. Préparez-vous à découvrir les coulisses de l'ingénierie qui façonne le monde d'aujourd'hui et de demain. Installez-vous confortablement car sur Planète Ingé, l'avenir commence maintenant. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingénieur, l'émission qui donne la parole aux ingénieurs pour redonner un petit peu de place aux scientifiques dans le brouhaha des médias. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Didier Suerski, CTO de la société Photonfaille, passionné de tech, entrepreneur dans le monde, on peut le dire. Et c'est d'ailleurs le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, l'entrepreneuriat à travers le monde, à travers l'Europe. Comment on peut réindustrialiser l'Europe? Quelles sont les contraintes, les objectifs? Est-ce qu'on va s'en sortir, Didier? Un vaste sujet. Eh bien, bonjour Didier, comment ça va? Bah, ça va très bien. Bonjour Mathieu. Ça va bien, sinon ça n'irait pas. Voilà, c'est un des principes de l'entrepreneur. Alors, pour faire plaisir aux auditeurs, Didier est une vieille connaissance d'Yves Bréchet, donc ça va peut-être donner un petit peu le ton de l'émission, mais on va être sur une toute autre nuance aujourd'hui. Didier, je t'ai présenté comme le CTO de la société Photonfaille. Photonfaille, qu'est-ce que c'est? Et puis, présente-toi aux auditeurs. Alors, j'ai l'habitude de dire dans les saisons précédentes en 1 minute 20, mais peut-être qu'aujourd'hui, on peut prendre 1 minute 42 parce que je crois que tu as une expérience assez riche. Merci de me mettre la pression. En plus, on mentionnait en vive que j'ai l'immense honneur de connaître et qui j'échange avec grand plaisir. Bon, Didier, moi, entrepreneur, oui. CTO de Photon5, c'est ma dernière fonction. Donc, Photon5, c'est quoi? C'est faire du sans fil. Mais au lieu d'utiliser la radiofréquence comme pour le Wi-Fi, on utilise la lumière invisible. Et ça, c'est un très beau sujet parce que nouvelle technologie qui répond à des besoins et les champions du Wi-Fi sont aujourd'hui tous européens. Il faut le savoir. Donc, ça tombe en plein dans le sujet de la discussion. Donc, et il me reste à peu près 1 minute. Moi, j'ai fait l'école polytechnique il y a bien longtemps, 83, juste un peu après Yves. J'ai fait ensuite une thèse en physique nucléaire au CERN, encore du Higgs, et surtout le Z0. Et puis après, je suis rentré dans l'industrie, j'ai fait de la recherche, les réseaux de neurones. Dans la recherche Philips, il y avait 3000 chercheurs chez Philips à l'époque. C'était l'époque où Yann Lequin avait relancé le débat avec la rétropropagation du gradient. Ce qui nous manquait un petit peu pour arriver aujourd'hui à ChatGPT, Lama et autres, il nous manquait le CPU, la base de données pour l'apprentissage. On a une énorme base de données aujourd'hui grâce au web, entre autres. Donc voilà, je reviens à mon parcours. Chez Philips, de la recherche et développement, puis à la responsabilité de business unit. Au passage, j'ai fait 6 ans dans une autre société, Thomson, Technicolor, aujourd'hui qui a bien changé, qui n'existe presque plus. Et puis après, en 2011, bien mieux vaut tard que jamais, j'ai créé ma société, startup, pour faire ce que je savais faire, des box internet. J'ai réussi à fournir des clients comme Orange et Swisscom. En 2015, je suis sorti. J'ai rejoint une autre société en Suisse, une filiale de Swisscom qui faisait du smart grid, un autre sujet intéressant pour nous, pour l'Europe.
des réseaux électriques, c'est une force énorme dans ce domaine. Et puis depuis quelques années, j'ai fait du management d'intérim, j'ai fait du consulting, et il y a un an, un ami m'a rappelé en disant, écoute, il y a un truc qui est super, c'est le LiFi, il faut en faire quelque chose, est-ce que tu es d'accord pour rejoindre, fonder une société? Donc on a créé PhotonFi, qui est basé aux États-Unis pour déployer la technologie LiFi aux États-Unis, mais construit sur un partenariat avec une société française, Oletcom, comme je le disais. Cette technologie aujourd'hui, eh bien, ce sont essentiellement 3 ou 4 sociétés européennes qui la maîtrisent. Ok, super. Eh ben, écoute, bravo pour avoir tenu le timing. Et vous avez vu dans le parcours de Didier, il y a une grosse expérience internationale, une grosse expérience d'entrepreneuriat, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. J'aimerais qu'on fasse plaisir un petit peu aux techos qui nous écoutent ou aux néophytes. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques minutes, c'est quoi le LiFi, en quoi les applications sont utiles aujourd'hui ou pour le futur, et puis en quoi c'est peut-être l'Internet de demain? Un morceau d'Internet, hein, c'est juste un Un morceau morceau, d'Internet. ouais. C'est les derniers mètres, hein, qui connectent l'utilisateur final. Alors, le LiFi, c'est la modulation de la lumière. La modulation de la lumière, on la connaît depuis longtemps. Vous avez tous vu ces films de guerre où il y a un bateau, en général de l'US Navy, qui communique à un autre bateau de l'US Navy en modulant simplement de la lumière. C'est à peu près le même principe, sauf qu'à l'époque, ça marchait à peu près à 5 ou 10, donc 10 modulations par seconde. Là, on est plutôt dans la gamme des dizaines de millions de modulations par seconde. Donc, utiliser la lumière au lieu d'utiliser la radiofréquence. Quand on fait du Wi-Fi, on utilise les radiofréquences à 2,4 GHz, 5 GHz, maintenant 6 GHz. Là, on utilise de la lumière invisible, de l'infrarouge. Qu'est-ce que ça a comme avantage? Premier avantage, c'est la sécurité. La sécurité des données, c'est un sujet très important de nos jours. La radiofréquence, ça traverse les murs. Donc, on est capable à l'extérieur de capter le signal. Si on met un peu d'effort, on est capable de le casser. Et donc, on est capable de récupérer les informations. La lumière infrarouge, quand on la diffuse dans une pièce, elle ne passe pas les murs. Rien n'est observable à l'extérieur. Donc on est complètement sécurisé. Ça, c'est la première qualité. Si vous voulez du sans fil ultra sécurisé, pensez LiFi. Le deuxième point, comme ça n'est pas de la radiofréquence, ça n'est absolument pas sensible aux interférences. C'est-à-dire, vous pouvez fonctionner avec du LiFi à côté, par exemple, d'un appareil résonance magnétique nucléaire dans les hôpitaux ou à côté d'une antenne radar dans des aéroports, vous aurez du signal, alors que le Wi-Fi, lui, sera complètement brouillé. Voilà, donc c'est en gros les qualités du Wi-Fi, performance, stabilité, pas d'interférence et aspect sécuritaire, ce qui ont fait des outils de choix pour des gens qui ont besoin de sécurité, des entreprises, la fabrication, les hôpitaux, les écoles également, et puis surtout, bien sûr, les militaires aujourd'hui. Simplement pour donner l'illustration, QG de campagne pour l'armée, c'est à peu près 3 heures de temps pour pouvoir le monter, pour pouvoir tout câbler, parce qu'on ne va surtout pas utiliser le Wi-Fi. Le Wi-Fi, on va se faire détecter par l'ennemi, on va se faire hacker par l'ennemi, on va se faire brouiller par l'ennemi. Donc tout est câblé. Ce qui fait qu'un QG de campagne militaire, 3 heures pour le monter, pour tout câbler, avec 5 à 7 km de câble. Si on remplace ça simplement par des petites antennes LiFi qu'on met sur le toit de tente, eh bien on monte le QG en une demi-heure et on a du sans fil et on est totalement invisible. C'est déjà en application sur les champs de bataille modernes, non? Ou c'est une technologie qui est vraiment déjà concrète, utilisée Alors, ou déjà, pas encore? alors, il y a déjà des tests opérationnels qui ont été faits, notamment par l'OTAN, par l'armée allemande et par l'armée française. Donc ça, c'est la société Oletcom qui s'occupe de ça. Nous, on a le partenariat avec la société Oletcom, on s'est un peu partagé le business. Eux font tout ce qui est militaire et aérospatial, et nous, on reprend leur gamme de produits pour développer ça pour le monde de l'entreprise, des hôpitaux, de la santé, de l'éducation. OK, super. Et ben, écoute, comme on est là-dessus, je propose qu'on reste sur, le sujet, de l'industrie, de la production, de la place un petit peu de l'Europe, par rapport à tout ça. Alors on avec Yves, on avait plutôt parlé de la France. Aujourd'hui, je pense qu'on va plutôt parler un peu plus, d'Europe. Justement, tu nous dis, que ton entreprise et les champions du Li-Fi sont européens, et vont d'ailleurs chasser sur les marchés, internationaux. Est-ce qu'on peut aujourd'hui réindustrialiser l'Europe? Ou est-ce que, c'est déjà trop tard? Quand on voit les contraintes qui pèsent sur les géants industriels, que sont, le prix de l'énergie, la capacité de passer à l'échelle, alors là, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on peut quand on parle de l'Europe, bah, c'est quand même une grosse variété. On a le géant allemand, on a la France qui tournait le dos à l'industrie depuis, bien longtemps. J'ai lu un article dernièrement, le nord de l'Italie qui tire son épingle du jeu et qui redevient une grosse force industrielle et exportatrice, en Europe. Donne-nous un petit peu une image de tout ça, toi, selon ta fenêtre. Sur ma fenêtre, ma petite fenêtre. J'ai fait un exercice il y a 2 3 ans.
Et quand j'avais ma société Siligence, je fabriquais la box Internet de Swisscom, qui était une des box Internet les plus avancées de l'époque. Je travaillais avec un partenaire taïwanais qui faisait donc la fabrication dans ses usines en Chine. Je le concède, là, je fabriquais en Chine. Il y a 2 3 ans, j'ai repris en fait toutes mes données, ce qu'on appelle la BOM, la Bill of Material, et j'ai refait un calcul en me disant, mais si maintenant je devais fabriquer ça en France, en prenant en compte le fait que les salaires chinois ont augmenté, en prenant en compte le fait que les coûts de transport ont augmenté, et ça ne va pas changer. Les transports vont devenir de plus en plus dangereux, notamment pour des raisons climatiques, parfois géopolitiques, et regardez ce qui se passe au niveau de la mer Rouge. Donc, en prenant tous ces éléments en compte, en prenant le fait que des choses qu'on oublie bien souvent quand il faut faire du retour produit pour le dépanner ou pour ce qu'on appelle j'ai oublié le mot français, désolé, refurbisher, c'est-à-dire le retraiter pour le remettre en seconde main, eh bien, si on fait ça via des antennes qui sont éloignées, ça va également coûter cher. Et le résultat de mon calcul, c'est que, on va dire à moins d'1% près de coût total, je dis bien coût total de fabrication, eh bien, j'étais capable de fabriquer ça en France, il y a 2 ans. N'oubliez pas qu'une des composantes du coût produit, ça reste, et c'est de plus en plus le cas, le coût des licences logicielles. Dans un téléviseur aujourd'hui, il faut payer les licences Dolby, MPEG, etc. Donc cette part prend de plus en plus d'importance. Le coût de la licence, il est le même partout dans le monde. Donc oui, on peut refabriquer en France, en Europe. Et certains le font effectivement, comme le nord de l'Italie. C'est une question de volonté. La volonté, elle vient aussi de la compréhension du business model. Est-ce que je suis prêt à investir, ce que les financiers appellent le CAPEX? Est-ce que j'immobilise de l'argent dans une infrastructure de fabrication? Un exemple, il y a de cela faire 15 ans, il y avait une usine Thomson à Angers. Pour moi, le schéma était simple. On prenait le même produit, on faisait fabriquer le produit dans une usine en Chine par une équipe de 100 ouvriers chinois. Ils faisaient, je donne un chiffre, 1000 produits par jour. On prend les mêmes salariés, on les mettait dans l'usine Thomson, avec le même coût salariaux, tous les autres coûts inchangés. Je pense qu'il n'était capable de fabriquer que peut-être 800 produits par jour. Pourquoi? Que l'outil industriel n'était plus au goût du jour. Et là, on rejoint un autre sujet, juste des noms, c'est juste factuel, c'est la volonté effectivement de tourner le dos à l'industrie. Je vais prendre le plus bel exemple, Alcatel. Monsieur Serge Turuc avait décidé à l'époque, je veux être fabless, a décidé d'être fabless. Il s'est tourné vers des Chinois pour fabriquer, puis il a commencé à mettre l'industrialisation vers le partenaire chinois, puis il a commencé à transférer la R&D vers le partenaire chinois. Ce partenaire chinois aujourd'hui s'appelle Huawei. C'est un des leaders en télécommunications et Alcatel n'existe plus. Donc, Est-ce on peut réindustrialiser, c'est une question de volonté, et il reste un noyau très fort. Pardon, là, je suis un peu lancé. Il reste un noyau très fort. Il y a des gens qui font des choses remarquables. Prenez Serge Cordon, qui lui a lancé son entreprise pour aller faire la logistique, la fabrication, le fameux refurbish, le retraitement des produits, le dépannage. Une fois qu'on a une infrastructure comme celle de Monsieur Cordon, Cordon électronique, qui d'ailleurs a bien grossi depuis, c'est une très belle réussite, il faut le souligner, eh bien, on a tout le processus logistique, on a toutes les installations, on a toutes les compétences pour construire par-dessus un pas supplémentaire, qui peut être par exemple dans l'électronique, ce qu'on appelle l'encasing. On fait faire toujours les PCB à l'étranger, les circuits imprimés sur lesquels on pose les composants, mais l'assemblage final pour en faire par exemple un PC, on peut faire ça dans des infrastructures comme celle de Monsieur. Et si on décide dans des machines de placement de composants en surface, donc les machines les plus chères, on peut réindustrialiser. Et j'aimerais bien retrouver cette époque. Quand j'ai commencé à travailler, Philips avait des usines en France. Et le premier job de R&D, c'était sur des sites où il y avait la R&D, le marketing, les achats et la fabrication. Et je me souviens de contremaîtres et de personnes sur les lignes de fabrication qui étaient d'une motivation et d'une compétence incroyable. Je pense qu'on l'a encore. Alors du coup, vous en avez parlé un petit peu, c'était la question que j'allais justement poser. Est-ce qu'il reste encore dans vos réseaux ou dans la nouvelle génération des forces grises, des personnes, des entrepreneurs qui ont cette envie justement de refaire vivre, l'industrie en Europe? Et puis, est-ce qu'il est déjà pas trop tard quand on voit, vous parlez qu'une des forces pour la compétitivité, c'est, la robotisation des usines et cetera. On voit quand même que les Chinois ont encore un coup d'avance, peut-être même aussi les Américains. Est-ce que c'est encore possible de rattraper ce retard? Est-ce que vous avez connaissance d'entreprises, de grandes entreprises qui sont encore compétitifs sur ce secteur ou qui seraient en passe de le devenir? Oui, on en a, on en a. J'ai un collègue de Philips, Eric Burnotte, qui a repris l'entreprise dans le Calvados, une entreprise de fabrication, donc vraiment de fabrication électronique, qui est également président du CESEM, qui est un consortium
de fabricants d'électronique, qui a toutes les compétences. Je me souviens qu'à l'époque du Covid, quand on se posait la question, et c'était un sujet que j'avais regardé avec Yves Bréchet, fabriquer des respirateurs, vous vous souvenez de cet épisode, Oui. eh bien, on a eu des grands groupes qui avaient des problèmes d'approvisionnement. J'ai appelé Eric Burnotte qui m'a trouvé toutes les solutions de supply chain pour fournir les composants clés. Donc, on a encore toute cette compétence, elle existe, il faut juste construire dessus. Un exemple, je reprends Wacom. Wacom fabrique aujourd'hui ses produits en Espagne. Partie des PCB est faite en Chine, mais ils ont trouvé des fabricants en France pour faire ces PCB, notamment pour fournir l'armée française. Donc oui, on a encore cette infrastructure en place. C'est une question de, premièrement, de connaissance. Il faut savoir qu'il y a ces structures. Il ne faut pas se tourner systématiquement vers un Foxconn ou un autre grand fabricant qui ont leur rôle à jouer dans le monde aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'on a ces structures en Europe. Et puis après, il faut avoir la volonté d'aller les voir et de se dire non, peut-être que ça ne va pas être plus cher. Alors moi, j'ai posé une question un peu piquante. Est-ce qu'on peut Oui, encore en France construire des usines ou avoir cette vision un peu moyen terme sur l'industrie quand on voit que le moindre petit projet de construction on va les nommant, excite la ferveur écologiste et puis et les journalistes adorent ça, donc on met beaucoup donc du coup, l'opinion publique, est-ce qu'elle sait encore sur quel pied danser? Ce qui est bon, ce qui est pas bon? Est-ce qu'on va arriver à contrecarrer un peu cet esprit d'autoflagellation et de vouloir absolument se tirer une balle dans le pied oui, ou on est-ce peut. Si l'Allemagne peut le faire, si le nord de l'Italie peut le faire, la France peut le faire. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de sujet. Après, effectivement, il y a tous ces débats qui sont lancés. Pas rentrer dans le fond des débats ou dans des exemples, parce que là, je vais tout simplement manquer de données. Ce qui manque à un moment, c'est la rationalité des débats. C'est de se dire, en fait, posons le problème. Et c'est là où l'ingénieur peut rejouer un rôle. Si jamais il peut être écouté, ça c'est une autre dimension, c'est qui va-t-on écouter pour essayer de comprendre le problème. Et l'ingénieur, le scientifique, Yves Bréchet en a parlé, sont capables d'amener des faits. C'est leur rôle dans la société. J'amène des faits pour qu'on puisse prendre une décision. Par exemple, la politique puisse prendre une décision en termes d'environnement. Mais il faut commencer par cette analyse. Il faut cette analyse, il faut regarder ensuite les faits, il faut éviter la surcommunication. Je pense que quand on regarde tout ce qui peut passer sur les réseaux sociaux, parfois on sort complètement du rationnel pour aller sur de la pure communication, parfois complètement abusive, et c'est de là que vient le mal. Enfin, c'est ma petite analyse. Mais pour répondre à la question, c'est comme ça le point essentiel. Oui, on peut, si on prend le problème de manière rationnelle, en disant je veux construire un établissement, j'ai un business plan, j'ai un business model, j'ai des gens qui sont motivés, je peux faire ça dans un endroit où j'ai négocié, où l'impact environnemental, l'impact écologique est accepté, c'est ça qu'il faut arriver à faire, eh bien oui, on peut le faire. Je reprends l'exemple de Serge Cordon, il a construit ses établissements tout en Europe, et ils sont là, ils sont en place, ils fonctionnent, donc c'est possible. Alors, quels sont les secteurs technologiques européens, justement, qui pourraient tirer parti de cette réindustrialisation? Je ne pense pas que ce soit intéressant de rapatrier la production de téléviseurs en France ou en Europe, mais de regarder plutôt l'avenir. C'est quoi les secteurs technologiques sur lesquels on pourrait déjà s'appuyer ou miser pour le futur? Je pose cette question et je pense qu'elle est intéressante parce que je prends l'exemple des batteries électriques. On a voulu rattraper notre retard et lancer des gigafactories de batteries électriques et on s'aperçoit aujourd'hui que peut-être déjà ce qu'on est en train de faire, c'est obsolète ou alors ça correspond pas au marché et ça est en train un petit peu de bégayer. Donc, essayons d'arrêter de vouloir courir après ce qui a déjà été fait. Ayons cette vision un peu d'anticipation. Quels sont les secteurs dans lesquels on pourrait clairement tirer notre épingle du jeu? Je suis d'accord, hein. J'aime bien ce que vous venez de dire parce que c'est pas aujourd'hui qu'on va mettre en place des usines pour fabriquer des chandelles alors qu'on est passé à l'électricité. Donc effectivement, l'industrialisation et la fabrication doivent être vues dans un cycle complet, notamment temporel, en lien avec l'innovation. Exemple sur les batteries. Donc je pense qu'aujourd'hui, alors on a de la fabrication électronique, et ça c'est la petite analyse que j'avais faite sur mes produits, qui est encore en place pour plusieurs dizaines d'années, on peut remettre en place de la fabrication d'électronique en Europe. Là, c'est juste une volonté de CAPEX. Donc ça, on peut le faire. Après, il y a des secteurs qu'on peut regarder. Je pense que tout ce qui est la sécurité, la cybersécurité, alors là, ça va être dur en termes d'industrialisation, mais il y a un domaine sur lequel il faudrait interviewer d'autres personnes bien plus compétentes que moi, qui est celui qu'on est aujourd'hui. Ça va être difficile d'essayer de rattraper TSMC. Aller installer une infrastructure qui fait du 3 nano, ça va demander 5 ans minimum de travail avec des milliards d'investissements. Et au bout de 5 ans, où est-ce qu'on en sera?
peut-être regarder d'autres domaines. Alors, j'ai pas encore la réponse chiffrée, mais regardons tout ce qui est quantique aujourd'hui. On a la deuxième révolution de la mécanique quantique, avec bon, notamment les quantum computers. On a beaucoup d'initiatives en Europe. Et là, il y a des questions de matériaux qui se posent. Donc, on peut, en reprenant la démarche à ce niveau-là, quels sont les nouveaux matériaux qui pourront permettre de faire les prochains composants quantiques? Est-ce que ça va permettre de recréer une industrie complète? Peut-être, ça reste à prouver, mais il faut au moins se lancer là-dedans. Et on a de l'avance. J'ai discuté récemment avec une société, C12, qui aujourd'hui est la seule à proposer l'utilisation de nanotubes de carbone pour essayer de faire ces fameux qubits. Il y a plein de voies à explorer, il faut en explorer plusieurs, et on va peut-être tomber sur celle qui va permettre bien d'avoir un véritable marché et d'être le fournisseur mondial. Donc ça, c'est au niveau des ordinateurs quantiques. Il y a toutes les autres composantes, les capteurs quantiques. Il n'y a pas que les ordinateurs, il y a aussi toute technologie de capteurs quantiques sur lesquels il faut travailler. Et là, on a des forces. On a des industries comme Thales qui travaillent dessus avec le directeur scientifique de Thales, Marco Herman. C'était mon ancien N+1 quand j'étais chez Philips, tout jeune ingénieur, qui est à la tête de cette démarche. Il y a toute la télécommunication quantique qui va peut-être demander à mettre en place de la fabrication d'émetteurs-récepteurs quantiques pour avoir des communications ultra sécurisées. On a un des leaders, il est à Genève, en Suisse. La Suisse, c'est l'Europe, hein, je parle en Europe continentale, ID Quantique, qui est en place. Donc on a tout ce domaine-là sur lequel on peut se poser la question, on est au début de l'innovation, et qu'est-ce qu'il en est en termes d'industrialisation dans 2-3 ans? Et donc il faut regarder ce schéma complet, j'innove et j'industrialise, et non pas dire j'essaie de rattraper mon retard sur une industrialisation de procédés qui sont déjà existants. Pour finir sur l'Europe, qu'est-ce qui vous, avec votre expérience, qu'est-ce qui fait qu'en Europe, on n'arrive pas à créer un géant de la tech comme aux États-Unis, comme les GAFAM? Je Mhm. pense qu'on a peut-être eu les moyens de le faire, on a peut-être encore les moyens de le faire. Et puis là, on voit aussi que sur, l'IA, on a un petit, un grand, pas de retard, on va dire. Est-ce qu'il nous manque pas un Musk, un Sam Altman? Encore une fois, quand je vois Jean-Marc Jancovici moquer Sam Altman et Musk en permanence sur LinkedIn et tout le monde applaudir des deux mains et des deux pieds, qu'on n'a pas un manque d'ambition à un moment donné, un manque culturel? Est-ce que c'est pas l'ambiance actuelle avec la crise écologique, la crise climatique qui rend tout le monde un peu dingo? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas réussi à avoir ces géants-là en Europe? Et pourquoi on bloque toujours sur cette mise à l'échelle ou... Alors, si j'avais la réponse, oui, j'ai peut-être quelques éléments, quelques idées, de ou quelques points de vue personnels. Il y a eu un rapport récemment de Mario Draghi, et je conseille de le lire. Il faut que je le relise une deuxième fois parce qu'il est dense. Mais moi, ce que j'en tire, j'avais déjà un petit peu ce feeling, c'est à un moment, il faut qu'on arrête aussi sur la loi antitrust. Moi, Tom, voilà, on empêche parfois les géants de naître. Alors, pour ce qui est a priori une bonne raison, c'est la défense du consommateur. Faire quand même pavé de bonnes intentions. C'est avant de penser consommateur européen, pensons citoyen européen. Et si on pense citoyen européen, on se dit quels sont les géants européens qu'on peut mettre en place. Et après, on se posera la question, si le citoyen a un avantage, à la fin, le consommateur en aura un aussi. Notamment, le consommateur aura peut-être des emplois. Donc, pensons dans ce sens-là. Parce que de l'autre côté, des deux autres côtés, parce qu'en fait, il y a les États-Unis, les Amériques, l'Asie et l'Europe, bien, il n'y a pas tout à fait la même démarche. Il faut créer un géant, allons-y. Bien sûr, il existe des lois aussi antitrust aux États-Unis, fort heureusement. On vient de voir ce qui s'est passé avec Google. Mais je pense qu'il y a deux poids, deux mesures. Donc, oui, il faut, au niveau européen, on se dise, il faut créer un géant, allons-y, créons un géant, parce qu'on en a les moyens. Ça, c'est une première volonté, niveau politique en Europe. Le deuxième point, c'est les capacités d'investissement. C'est en train de changer, dans le bon sens. C'est la chance de le connaître, Dominique Maigret, qui était l'ancien patron du fonds d'investissement de Swisscom, qui l'a développé pendant 10 ans, de manière remarquable, et qui aujourd'hui a voulu changer, a repris la tête d'une start-up, hein, il s'est replongé les mains dans le cambouis, mais il a écrit un livre qui s'appelle Startup Nation sur l'analyse de la Suisse, mais qu'on peut étendre à l'Europe, au manque de l'écosystème des fonds d'investissement. Quand vous allez aux États-Unis, vous avez en fait tout un quartier dans la Silicon Valley, une rue, où vous avez toute une série de fonds d'investissement, et à la limite, vous pouvez commencer avec les business angels locaux pour lever 500 000 $, 750 000 $, puis après vous avez toute la roadmap qui est prévue pour finir jusqu'à BlackRock le jour où il faut aller mettre 2 milliards pour acheter la société. Tous ces mécanismes et tout cet écosystème existent aux États-Unis, n'existent pas encore en Europe. On voit quand même, il y a des VC qui se mettent en place. Hier, j'ai eu une discussion avec Breda, c'est Frédéric Paulus, ancien CTO de Neuf Télécom, qui a réussi à faire sa sortie.
et qui du coup a créé un fonds d'investissement pour aider à faire vivre le système. Donc ça commence à prendre forme, mais on n'est pas aussi structuré que les Américains. Et peut-être le troisième point, la culture. Oui, j'ai eu la chance chez Philips d'avoir une formation sur les différences culturelles. C'est un Hollandais qui avait écrit un modèle absolument génial. Alors, en tant que physicien, j'aime bien les modèles. Ce n'est pas la réalité, mais ça aide à comprendre la réalité. Et bah, il y a un esprit américain qui fait que oui, on y va, on fonce. Et si on se plante, bah, c'est pas grave, on aura appris et on recommence. Et ça n'est pas tout à fait dans la culture européenne, dans la culture française, dans la culture allemande, qui a peur du risque, entre guillemets, ou de l'incertain. Mais c'est en train de changer. Donc on voit des ingénieurs qui se lancent et puis bon, allez, ça devrait marcher. Et si ça marche pas, bon, on commencera. Ouais, justement, est-ce que vous voyez, cet esprit entrepreneurial en Europe évoluer comparé au début de votre carrière? Ah oui, heureusement. Alors là, j'ai un petit point de mesure pratique qui m'est arrivé un jour. Donc moi, je suis sorti de l'X en 86. On parlait pas d'entreprise, enfin, on parlait pas de start-up ou quoi que ce soit à l'époque, hein. C'est de rentrer dans un grand groupe où on fait une carrière. Quelques-uns, comme quelques fous furieux comme moi, on fait des thèses. En 2015, je me souviens d'une soirée à la Maison de la Chimie. C'était à l'occasion, je crois, du lancement du X-Ray Innovation Center, où je me suis retrouvé avec une trentaine de polytechniciens qui venaient juste de sortir d'école, qui avaient déjà leur projet de start-up et qui étaient en train de la mettre en place. Et j'ai vu ce changement. En 30 ans, wow, quelque chose qui était absolument impensable à mon époque, et bah oui, ça y est, c'est lancé, ils veulent créer leur société. Et ça, je pense que c'est un grand changement. Et ça m'a fait du bien d'ailleurs cette soirée. Et ce changement continue. Est-ce que, on n'a pas plutôt, profusion d'entrepreneurs, qui veulent entreprendre pour la gloire et faire de l'argent, revendre vite? Ou plutôt, on manque pas un peu d'entrepreneurs avec une vision justement, cette vision industrielle long terme avec l'optique de créer vraiment quelque chose, de solide, l'image du bon père de famille qui a son usine et cetera. Enfin bon voilà, mais moi, j'ai plutôt l'image j'en ai croisé, hein, de CEO plutôt d'origine école de commerce ou etc. Et puis dont l'objectif, c'est essayons de revendre le plus vite possible au bout de 5 ans ou 10 ans, devenir millionnaire et puis bye bye, quoi. Donc, Alors, est-ce qu'il y a un mal à ça? non, je Euh, sais pas. C'est vrai que ma question est un peu orientée, pardon. et je la comprends tout à fait. C'est bien de la poser. Déjà sur la gloire, on rappelle la devise de notre école, pour la patrie, les sciences et la gloire. Alors la patrie, la science d'abord, hein. Mais c'est parti un petit peu de la reconnaissance. C'est vrai. Cet aspect reconnaissance, ça compte, hein, ça peut être un excellent moteur de motivation. L'argent aussi va être un moteur de motivation. Il ne faut pas se le cacher, c'est aussi peut-être la différence culturelle entre des Américains et des Européens ou des Français. Donc l'argent n'est pas mauvais. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça va être une question de comportement, mais se dire je me lance pour réussir, c'est peut-être ça la motivation de l'entrepreneur. Si on se lance en disant je vais pas réussir, il y aura pas ce point de départ. Donc je pense qu'on ne peut pas le critiquer. À la fin, simplement se dire mais comment tout ça vit? On revient peut-être à l'écosystème, hein. Un jeune entrepreneur qui lance sa société, qui se dit dans 3 ans, moi je veux faire un exit pour pouvoir être millionnaire. Si c'est un grand groupe qui reprend cette société et qui continue à la faire croître, la faire vivre, et qui justement récupère une activité qui manquait à son portefeuille, tout le monde est content. Et si en plus l'entrepreneur qui a réussi, comme l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, se dit bah, je vais en profiter pour créer un fonds d'investissement, parce que ça va faire vivre mon capital et ça va aussi injecter du fuel dans l'économie, et bien à la fin on se retrouve dans un système qui de facto va être vertueux. On n'évitera jamais certains écarts peut-être, mais à la fin le système va être vertueux. Et c'est peut-être ça qui nous manque, cet aspect, cet écosystème. Donc oui, il y aura toujours peut-être quelques excès, mais à la fin ce qu'on appelle le foisonnement, globalement, va amener de la valeur pour la société. C'est ça aussi. Créer de la valeur à la fin pour l'entrepreneur, pour des actionnaires, et ce faisant, on doit créer de la valeur pour la société. Vous qui entreprenez, en Europe, peut-être basé de Suisse, donc c'est peut-être un peu différent pour le marché international. Qu'est-ce qui vous rend un peu, dingue dans la régulation, la surrégulation en Europe justement aujourd'hui? Quels sont les je ne sais pas si c'est vraiment applicable pour vous, mais quels sont vraiment les gros bâtons qui peuvent bloquer les roues du développement de votre entreprise ou qui pourraient si vous aviez choisi d'entreprendre, en France, par exemple, plutôt qu'en Suisse. Est-ce que voilà, expliquez-nous un petit peu dans le concret ce que ça peut changer au quotidien, de prendre son bâton de pèlerin et d'entreprendre en Europe aujourd'hui? Alors, les exemples que je mentionnais tout à l'heure, c'est cet aspect antitrust, mais là on est plus au niveau des grands groupes. Je pense qu'au niveau entreprise en Europe, là on va trouver le côté positif de l'Europe. Le fait d'être
d'être la CE et de se dire, bah, je peux avoir une activité en France, je peux fabriquer en Pologne et exporter le produit à partir d'une frontière allemande. Là, par contre, on est dans le côté positif de l'Europe qui a baissé toutes ces barrières. Et la Suisse trouve aussi des accords. En Suisse, parce qu'il y a une belle start-up en Madrid à faire vivre là-bas, a aussi baissé ses barrières pour pouvoir en fait profiter de l'effet continental. Donc, on a des effets positifs en Europe. Je crois que on va retrouver effectivement, on va retrouver des, 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 des aspects de normalisation, certification qui sont parfois bien plus lourds que ce qu'on peut trouver aux États-Unis. Je vois pour certifier des produits LiFi, mais c'est peut-être pas le bon exemple parce que là, si on s'y prend bien, on peut arriver à faire certifier nos produits. Je crois que on va avoir des excès. Ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est une Europe qui empêche de créer des géants. Je pense qu'on a une Europe qui permet de créer des startups et des sociétés, mais on n'a pas une Europe encore qui permet de se dire, oui, de mon foisonnement de startups qui aujourd'hui existe, je vais arriver à créer un géant. Je vais arriver à créer à quelqu'un qui aura une domination sur le marché et ce sera tant mieux pour l'Europe. Je pense que c'est ça s'il fallait résumer. Ok, super. Question Halloween de Oh, l'émission. Je l'avais pas préparée celle-là. Non, alors, on voit, on parle beaucoup des US, on met en avant, on met même parfois en avant des personnalités complètement dingues, mais on voit aussi qu'au niveau sociétal et économique, il y a la classe moyenne, justement, qui est en train de, ou même la classe surmoyenne hein, des cols blancs, qui est en train de décrocher en termes de niveau de vie, en termes d'implication dans les entreprises, parce qu'il y a des sujets qui font un peu flipper. Et je voudrais avoir votre avis un peu là-dessus justement. Parce que parler de réindustrialisation en imaginant le passé, en se disant bah, on fera mieux, on va refaire dans le futur, ok, mais il faut quand même tenir compte des contraintes actuelles. Je pense notamment à l'IA, à la robotique, etc., qui pourraient mettre quand même un paquet de monde à la porte. Donc voilà, dans le futur qui vient, c'est quoi toi, c'est toi, pardon, vous qui pourrez vous faire un peu flipper, vous faire un peu peur. Est-ce qu'on anticipe vraiment les répercussions que les avancées technologiques ont aujourd'hui et à la vitesse galopante où elles vont? alors, je suis un éternel optimiste et je pense que si on réfléchit de manière rationnelle, et là je retrouve le rôle d'un ingénieur ou du scientifique, on va s'en tirer. Faut juste, et là je rejoins sur un autre sujet qu'avait évoqué Yves Rocher, il faut juste qu'à un moment les politiques se disent bah, je vais quand même écouter et regarder des arguments rationnels pour prendre les décisions. Reprenons l'exemple de l'IA. Oui, c'est vrai qu'on parle d'IA. On a vu M. Hinton, prix Nobel de physique, qui est à l'origine de l'apprentissage type neuronal qu'on utilise aujourd'hui dans les LLM, qui a exposé ses craintes. Je pense que c'est bien qu'il expose ses craintes, parce qu'une fois que les craintes sont exposées, eh bien on les connaît et on va pouvoir agir. Là, je crois que ça, c'est aussi le rôle du scientifique. Ne pas être alarmiste et simplement poser les scénarios de gestion du risque, comme on le fait en entreprise. Après, prenons l'exemple de l'IA. De toute façon, l'IA est là, est lancée, c'est un outil. Ne rejetons pas l'IA en disant c'est dangereux, etc. Non, utilisons-le. Le jour où on est passé, l'industrie est passée aux machines à vapeur, ça pouvait être dangereux, les machines à vapeur pour brûler, etc. Mais non, on les a utilisées pour industrialiser. Pareil quand la feu électricité est arrivée. Donc, non, prenons cette technologie comme étant un outil sur lequel on peut s'appuyer pour continuer à créer de la valeur. On a toujours la vision, et il faut la garder en tête, ça peut détruire du travail, ça peut détruire de l'activité, mais par contre, ça peut aider à créer de l'activité. Aujourd'hui, pour des public relations ou pour du marketing, je pense qu'il faut que les gens de marketing se disent j'ai une IA, je l'ai même utilisé pour les communications marketing de Photonfy, c'est prenons l'IA pour réaliser plus rapidement eh bien, les documentations produits, les datasheets, tous les éléments marketing qui sont nécessaires à la commercialisation d'un produit, et on va le faire mieux, plus vite, et donc on va aider au succès de la société. Donc je propose de regarder un petit peu cette évolution dans ce sens-là. Ça ne va pas amener toutes les solutions, ça c'est clair. Je suis d'accord sur l'analyse de, pas l'appauvrissement, mais peut-être plus de pression, de difficultés sur une classe moyenne. Mais bon, le monde a aussi changé, donc accompagnons ce changement pour essayer de garder notre position et notre valeur en tant que société. Bon, j'apprécie la réponse de l'optimisme, mais qu'est-ce qui vous fait flipper quand même un peu? Qu'est-ce qui me fait flipper? Ah, juste, Fantôme, hein? à part les fantômes, ça va encore. Qu'est-ce qui me fait flipper? Deux choses. Le climat. Pas flipper, mais quand même. Bon, je pense qu'il faudrait qu'on, plus sérieusement, on se dise, oui, le GIEC, ce n'est pas quand même que de la communication, il y a des choses réelles, et on commence à voir des faits aujourd'hui. Hein, c'est Clairement. Donc, le climat est un point important. Je ne vais pas aller jusqu'à la conclusion de la décroissance. Je ne vais pas non plus être fleur bleue en disant
l'IA va nous sauver, parce que voilà, elle nous permet d'analyser tout ce qu'il faut faire. C'est un vrai problème, donc il faut le regarder. Et si je flippe, c'est pas pour moi, c'est pour les générations futures. Donc regardons ça. Ça c'est le premier point. L'autre point, mais là par contre, je n'ai aucune compétence ou point d'action. Bon, c'est un peu un climat géopolitique avec regardez ce qui se passe au Ouais. Moyen-Orient, regardez ce qui se passe en Ukraine. Ça, c'est effectivement quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Un peu explosif en ce moment, effectivement. Didier, on va revenir un peu sur ton parcours et puis essayer de continuer d'inspirer s'il y a des jeunes qui nous écoutent, donner envie de se lancer. Et des moins jeunes, Euh, hein, et des moins jeunes, on peut se lancer à oui, et tout des âge. moins jeunes, c'est vrai, qu'on voit de plus en plus des ingénieurs arriver à un certain âge, une certaine carrière dans des entreprises, avoir envie de s'émanciper, de se lancer. C'est vrai que c'est de plus en plus facile, je sais pas, mais c'est dans l'air du temps, donc c'est très bien, on l'encourage. Dans ton expérience passée, dans votre expérience passée, alors aujourd'hui, c'est la première fois que je vous vois l'invité. D'habitude, on pose les bases avant, je dis moi je tutoie, et cetera. Mais là, Ah, on peut se tutoyer, hein, les bases, mais tutoyons-nous, ça eh c'est ben, voilà, ça sera beaucoup plus simple. ce sera plus simple. Merci, Didier. Donc Merci tu as Mathieu. créé, développé une entreprise, avec des chiffres d'affaires, avoisinant les millions d'euros, voire peut-être même le milliard, ou en tout cas participer à ces entreprises à très, très haut niveau. Dans ton parcours, c'est quoi les moments les plus critiques justement que tu as rencontrés? Les moments peut-être où tu t'es dit, «Est-ce que je vais pas jeter l'éponge?» ou «Est-ce que ça c'est insurmontable?» Voilà, enfin j'en sais rien. C'est quoi les souvenirs qui te reviennent, les moments les plus critiques et puis comment tu as surmonté tout ça? Ah, les moments critiques, il y en a eu plusieurs. Ah, les moments critiques, c'est pour un responsable d'une entreprise, faire un plan social. J'ai fait un plan social, c'est chez Thomson Reuters, c'est éprouvant. Parce qu'effectivement, là, on voit l'impact sur la vie des gens, sur les familiales des gens. Donc, pour moi, c'est un entrepreneur, un chef d'entreprise, un patron doit se dire, quand je gère mon business, c'est pour que la boîte fonctionne, mais c'est aussi se dire, évitons d'arriver à un moment à devoir mettre en place un plan social. Donc ça c'est un moment difficile. Après, quand on est entrepreneur, quand on a sa boîte, il y a la fameuse Death Valley, la traversée de la vallée de la mort. Notamment au début, on a levé des fonds, mais on s'aperçoit qu'il faut un peu plus de temps que prévu pour avoir les revenus, donc faire ses ventes. Et donc il y a toute une période où on se dit, on gère le cash, on se connecte sur son compte en banque, on regarde est-ce qu'on va être capable de payer les salaires, ce qui est quand même une obligation légale. Donc il y a toute cette pression de se dire est-ce que je vais y arriver. Et là, on va essayer de trouver toutes les solutions pour avoir du cash et tenir durant cette traversée de la fameuse vallée de la mort. L'autre point, ça va être aussi parfois la responsabilité qu'on prend en tant que chef d'entreprise. Je me souviens d'une responsabilité sur un produit qui avait été lancé, sur lequel le client avait émis des doutes sur la certification du produit. Ouf, ça c'est si ça arrive, on se dit mais ça y est, ma boîte est par terre et légalement je suis engagé. On oublie parfois aussi que le chef d'entreprise, celui qui est mandataire social, a sa responsabilité pénale engagée. Ça aussi c'est un point important. Donc voilà les exemples de cas difficiles. Alors, peut-être deux recettes à garder en tête, c'est on n'est jamais seul. Quand j'ai créé Siligence, je l'ai cofondé avec mon associé Michel Kunz, qui avait un profil commercial bien plus que moi. Et heureusement que j'avais Michel de temps en temps. Et peut-être l'inverse aussi, réciproquement. Donc on n'est jamais seul. Ça c'est le premier point. Et puis, il n'y a pas que son associé, il n'y a pas que ses collègues, il y a aussi ses équipes. Ses équipes, quand on a un gros problème technique, quand j'ai géré de la R&D, j'ai quelqu'un qui dit Didier, j'ai peut-être une idée. On regarde. On n'est jamais seul. C'est ce qu'il faut se dire. Et puis le deuxième point, il faut parler. Il faut communiquer. Ça, c'est mon expérience du plan social. Ce n'est pas parce qu'il y a un plan social que je ne vais pas aller dans les labos discuter au jour le jour avec les gens. Ne pas se cacher. Voilà. On a un problème avec un client, on va voir le client et on regarde le problème ensemble. Bien sûr, on a préparé la communication, qu'est-ce qu'on lui dit. On ne ment jamais à un client, on va peut-être pas tout lui dévaler au premier jour, mais on va le voir. On a un problème avec un fournisseur qui est en retard, on a un problème de paiement, on va le voir. Donc voilà, c'est ne jamais se cacher non plus, ne pas être seul et ne jamais se cacher. Et c'est ça qui permet de trouver des solutions. Il y a toujours plus dans plusieurs cerveaux que dans un. Hein. Dans deux cerveaux, Ouais. il y a au moins racine de deux fois la solution qu'on a dans son cerveau, qu'on a dans son propre cerveau. Tu as peut-être déjà un petit peu répondu, mais j'imagine que tu as vécu des gros moments de pression. On parle beaucoup en ce moment de burn-out, et cetera. Toi, comment tu as traversé ces périodes de forte pression, justement? Alors, tu as un petit peu parlé et puis quels conseils tu donnerais à des personnes qui entreprennent et qui se retrouvent dans une situation, pression telle que bon, qu'est-ce qu'on peut comme leur donner comme conseil, justement? Alors, il y a une troisième composante que je n'ai pas mentionnée, plus personnelle, c'est par exemple la famille. Là, je me profite pour petit témoignage, hein, ma femme Françoise, qui a toujours fait ce qu'on appelle le back-office de manière absolument imperturbable. Et donc ça, c'est un soutien sans faille. Si on a ça, ça permet de traverser pas mal d'épreuves. Ça peut être aussi des amis. Voilà le côté personnel. Après, il y a aussi,
On va aller faire une petite course à pied, on va aller faire un peu de ski en montagne, on va s'écouter du Bach, une sonate partita par Nathan Milstein. On a aussi ces petits coins, ces petits trésors sur lesquels on va aller lire une BD, j'ai du Torgal derrière. C'est aller souffler un petit peu en faisant autre chose. Donne-nous, toi, tu as géré quand même des grosses équipes, des gros projets. Donne-nous justement, toi, des clés de management, ce que tu utilises aujourd'hui, peut-être même sans t'en rendre compte en management, qui te paraît qui te paraît essentiel, tu ferais même puissant. Et puis, ce qui fait que ça fonctionne bien maintenant, enfin, voilà, peut-être sur des rails avec l'âge, l'expérience, etc. Alors, oui, quelques recettes. Alors ça, c'est après coup, je m'aperçois que c'est des choses que j'ai apprises à différentes étapes, en étant entrepreneur, en étant en entreprise. Quand j'ai fait l'X, j'ai fait l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, où j'ai appris pas mal de choses qu'on peut utiliser en management. J'ai dirigé des colonies de vacances aussi, c'est un amusement pendant l'été. Alors si on retient un peu toutes ces recettes, c'est premier point, je le disais, parler avec ses équipes et notamment régulièrement redonner un petit peu toute l'information de contexte. C'est la fameuse histoire, c'est n'allez pas dire à un tailleur de pierre qu'il est en train de tailler des pierres, allez dire à un tailleur de pierre qu'il est en train de construire une cathédrale. Et ça paraît un petit peu dérisoire ce que je viens de dire, mais non, c'est de dire, attendez, voilà ce qu'on est en train de faire. Et voilà ce qu'on va faire. Donner un petit peu l'image globale. Ça permet aussi, ah oui. Et ça permet aussi de dire aux gens, bah, je suis pas tout seul, on est dans une équipe et on va faire ça. Nous allons faire ça. Donc c'est donner le contexte. C'est aussi, ça c'est ce que j'ai appris dans certaines situations, c'est le manager, le responsable d'équipe ne sait pas tout, ne sait pas tout faire. Et heureusement, il a ses équipes qui parfois savent faire beaucoup mieux. Je suis arrivé chez Philips, je savais pas faire d'électronique, j'avais des cadors en vidéo processing ou en réception RF qui étaient des gens remarquables, qui savaient 10 000 fois mieux que moi. Mais bon, j'étais leur responsable, mais j'allais les écouter. Donc c'est eux qui ont la solution. Mais il faut savoir dire je ne sais pas. Et quand parfois, et ça c'est peut-être la position la plus difficile, quand on veut présenter un petit peu la big picture, on fait ça avec ses équipes, on est devant ces 40 personnes ou voire plus. Des questions sont posées. Il faut être capable de dire je sais et voilà la réponse. Il faut être capable de dire je ne sais pas, mais je vais essayer de trouver la réponse. Et parfois, il faut être capable de dire je sais, mais je ne peux pas vous en parler encore. Il peut y avoir des obligations légales, par exemple. Mais dès que je pourrai, je vous tiendrai au courant. Voilà des petites recettes simples. Bon, la question après, alors c'est marrant, je trouve un concept sympa. La question, il y avait la question Halloween, et maintenant ça va être la question OK Boomer. Ouh, Attention. alors j'ai Qu'est-ce mes que, cheveux gris, je prépare. ouais, c'est ça. Qu'est-ce que dans la nouvelle génération, est-ce qu'il y a un truc que tu comprends pas qu'est-ce qui t'énerve ou qu'est-ce que je parle dans le cadre de l'entreprise évidemment. Je parle pas des jeunes avec leur smartphone. De toute façon, on fait tous pareil. Donc, mais toi, dans le cadre de l'entreprise, est-ce qu'il y a des trucs qui te choquent, tu te dis bon, enfin non, ça c'est pas possible, ça va pas fonctionner. Enfin, j'en sais rien. Toi, qu'est-ce qu'il y a la nouvelle génération, comment tu la vois? Alors, bah, je regarde ce que j'ai fait, notamment quand j'étais chez Swisscom en Smart Grid, et quelques jeunes hyper brillants. J'aurais tendance à dire, alors c'est mon côté optimiste qui reprend encore le dessus, mais c'était plutôt un vent de fraîcheur. Et tiens, ça résonne différemment. Tiens, ça va plus vite, ça résonne plus vite. Un peu moins procédurier que peut-être que mon approche qui date d'il y a 40 ans. Mais il faut simplement le prendre et l'accepter, ça fait du bien. Voilà, il y a des générations, il y a des changements, et je crois qu'il faut plutôt s'appuyer dessus plutôt que voir ça comme quelque chose de négatif. Du moins, c'est mon ressenti. Tu nous as parlé de ton expérience militaire. Ça me fait penser que j'ai eu d'autres invités avec ton expérience et qui avaient été plutôt successful dans leur entrepreneuriat, qui avaient cette expérience militaire justement. C'était c'est un point commun, j'ai l'impression qu'il ressort. Alors peut-être aussi parce que pour manager correctement, il faut savoir gérer, c'est complètement idiot ce que je dis, pour manager correctement, il faut savoir gérer son équipe. Oui, alors, merci Mathieu, mais il faut savoir aussi et pas avoir peur de donner des ordres parfois, d'être directif. Et ça, je pense que c'est pas donné à tout le monde, non? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est pas facile. Et puis, donner un ordre. Je reviens justement sur cette expérience militaire, juste à titre d'exemple, hein, pour donner quelques points de référence. Je l'ai encore en tête, hein, ça m'a marqué le cadre d'ordre de l'officier d'infanterie. Et avant de donner un ordre à quelqu'un, on se retrouve avec ces trois chefs de groupe. Avant de donner un ordre, toi tu feras ça, toi tu feras ça, on explique ce qu'on va faire ensemble. On explique ce qu'on a dans la tête. Voilà, je compte m'y prendre de cette manière. Et en entreprise, ce qui est important, c'est je compte m'y prendre, c'est qu'on a réfléchi d'abord avec les gens en disant bon, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Et après, en tant que responsable, on fait la synthèse. On se dit, ben voilà comment on va s'y prendre. Et donc, on partage la big picture, on explique un petit peu. On a besoin de marketing, on a besoin de R&D, on a besoin d'une fonction achat. Voilà ce qu'on va faire sur ce projet. C'est un peu le chef de projet qui coordonne toutes ces expertises et chacun sait aussi ce que fait l'autre. Oui, il faut donner à un moment des directions, parfois peut-être même, on va dire, des instructions, mais chaque fois, ça rentre dans un cadre complet et chacun sait ce qu'il fait
pourquoi il le fait, il sait ce que fait celui d'à côté, et surtout, il a la grosse vision en tête. Ce qui fait que si à un moment il doit lui-même prendre une décision, on va pas lui dire jusqu'à la ligne de code, bon, ça va être tel type de nommage qu'il faut mettre en place. Non, il va devoir prendre des décisions parfois d'assez haut niveau, mais comme il connaît le contexte, il sait quelle décision va être globale pour son travail dans le cadre de ce contexte et aussi pour les autres. On va arriver au terme de l'épisode, Didier, Déjà, ça passe extrêmement vite. Occasion de partir en déplacement professionnel avec n'importe qui. On va éviter bon, après on est au mois d'octobre, Halloween, on peut partir avec un mort, mais donc tu peux partir, on va dire un voyage, à l'autre bout du monde, en bateau pour être, écolo-friendly et donc tu as du temps. Moi, ce que j'aime bien les déplacements professionnels, tu vois ce que je veux dire? On a le temps de parler, d'autre chose que de boulot, quoi. oui. Donc tu as l'occasion de partir avec n'importe qui tu choisirais? Ah, j'avais pas préparé, effectivement. Donc, Non. heureusement. Alors, déjà, dans la réflexion, deux choix. Alors, soit du côté artistique, soit du côté scientifique. Je sais pas, artistique, ce serait un musicien. J'adore le violon. J'ai essayé d'en jouer, mais c'était catastrophique pour mes voisins. Je m'y remettrai à la retraite, avec un violon électrique et un casque. Donc, un violoniste. Je sais pas. D'accord. Alors, il faudrait choisir. Ceux que j'adore, ils sont tous morts, mais il y en a des très bons aujourd'hui. Bon, ça serait, je sais pas, moi, Renaud Capuçon, par exemple, ou quelqu'un comme ça, pianiste pour changer. Mais voilà, ça serait du côté artistique, côté musique, pour parler d'autre chose, parler de musique. Ou OK, côté parler de musique, scientifique. mais est-ce que tu crois que tu arriveras à tenir, parce que souvent, les artistes sont pas câblés comme les ingés, hein, donc tenir 10 heures de voyage ou plus, ça peut être long, hein, si tu es pas branché sur les mêmes trucs que lui. Alors, Qu'est-ce il y que a pas tu que. auras envie de lui demander, justement? Bah, déjà, c'est commencer par parler un petit peu quels sont ses morceaux favoris, qu'est-ce que moi j'aime, pourquoi, le romantique versus le classique, le baroque, et ainsi de suite. Après, regarder quels sont les grands violonistes qui sont des références pour nous, est-ce que c'est Milstein, Strack, Heifetz ou d'autres. Qu'est-ce que lui aime jouer, comment est-ce qu'il gère son track, ses plus belles expériences de concert qu'il a eues ou ses pires expériences de concert, faire le lien entre comment est-ce qu'il prépare sa performance versus ben, moi j'ai une conférence à faire demain et je suis un petit peu tendu. Bon, je pense qu'on a plein de sujets sur lesquels OK. on peut discuter, même si on est câblé différemment. Super. OK Didier, et bah, écoute, c'est super. Alors moi, je fais ma promo et puis après c'est la tienne, parce que c'est toujours l'invité qui a le dernier mot, chez moi. Donc je vous retrouve, hein, il y a eu une petite période de creux, sur Planète Ingé, mais ça vous empêche pas d'aller découvrir les anciens épisodes et cetera. Je suis ravi de vous retrouver dans cette, je sais pas si on peut dire une nouvelle saison, mais en tout cas, on va continuer sur notre lancée. Alors, abonnez-vous, j'espère que vous allez, aimer cet épisode. Faites la promotion de la chaîne autour de vous aussi, évidemment. Et puis, Didier, c'est, ta minute promo, On a donc fait une c'est toi qui promo. as le dernier mot, tu conclus Alors, l'émission et puis, Planète AG, j'ai découvert. Allez-y, écoutez. Bon, cet épisode sera sans doute le pire de la série, mais regardez ceux d'avant et ceux qui vont venir plus tard. Mais non, j'adore ça parce qu'effectivement, je trouve que l'ingénieur, alors, faut garder sa place. On a un rôle à jouer, le scientifique, on a un rôle à jouer. Donc, prenons nos responsabilités. Et si j'ai un message à donner, alors je vais pas faire ma promo, mais un message à donner, c'est, oui, vous voulez créer votre entreprise, être entrepreneur, faites-le quand vous avez envie. Quand vous sortez d'école, plus tard en entreprise, quand vous voyez une opportunité, allez-y, foncez. Si possible, allez-y en équipe avec une ou deux personnes que vous connaissez bien, parce que ça fait toujours du bien d'être en équipe dans les moments difficiles. Mais allez-y, foncez, on en a besoin. Et le dernier point, c'est oui, en Europe, on peut le faire. Notamment, on a une démarche rationnelle en Europe. Notamment, ça c'est mon expérience avec des Asiatiques qui ont énormément de qualité. J'ai un jour résumé ça à quelqu'un, Descartes n'est pas né en Asie, Descartes est né en Europe. Profitons un petit peu de cette approche cartésienne qui peut amener quelque chose. Oui, croyons en l'Europe, on va le faire. eh ben, écoute, on garde la punchline, je vous la mettrai peut-être, à ma sauce. Merci beaucoup, Di, merci beaucoup pour ton temps, moi je trouve que c'était un super épisode, j'espère que vous allez, écouter ça avec beaucoup de plaisir et je te souhaite, de bonne continuation. Ah, c'est ça ce qu'on dit alors? Bah écoute, pareil Mathieu, merci pour Planète Ingé. J'adore cette initiative et longue vie à Planète Ingé. Je suis surtout curieux de voir les prochains épisodes, pas le mien. Super, merci Didier. Au revoir Mathieu.